que Pierre a dit d'une certaine façon, c'est-à-dire de ce qui me semble la caractéristique de journal, c'est-à-dire cette sorte de fêlure ou d'absence. Et grosso modo, je voudrais parler évidemment de deux modes d'absence. Effectivement, une absence qui est liée à l'époque, qui est liée à la situation, effectivement, de Sébastien, et même une absence, d'une certaine façon, dans cette situation, on pourrait regarder les choses évidemment en détail, qu'il fait valoir, si j'ose dire, qu'il fait valoir comme une manière, justement, de ne pas pactiser. Par exemple, c'est à la fin, mais comme je ne suis pas mon truc, je vais pas m'y retrouver. Oui, il y a une manière justement, donc, il y a une manière aussi qui est une manière auquel on n'a pas bien songé jusqu'ici, c'est-à-dire que qui est une manière, je dirais en même temps, une manière délibérée de se rendre absent. Hein. Bon, c'est-à-dire de passer inaperçu en quelque sorte. Donc il vit presque toute la période de la guerre, enfin depuis 40, comme il dit justement, depuis 2 ans. C'est pas exactement qu'il se terre, parce qu'en fait, il voit des tas de gens, il va même au théâtre parfois, enfin, etc., etc. Bon, mais il sort, il va se promener qu'à la tombée du soir, enfin, etc. Il y a toute une manière donc qui est donc de se faire absent. Et ce que je voulais essayer d'indiquer, mais là, oui, je le retrouve justement là, par exemple. Bon, je dis une manière de ne pas pactiser. Je renvoie dans un passage. Qui est donc de 42, où il s'agit justement donc de faire, c'est sa dernière pièce qui sera représentée, bon, et où bon, ça paraît pas être possible, etc., etc. C'est justement l'île qui va donner justement l'île déserte. Bon. Alors il est fort possible qu'elle finisse dans un tiroir, ce qui ne me déplairait pas tout compte fait, quoique j'ai tellement besoin d'argent. Ça aussi c'est un des motifs en quelque sorte. Comment son besoin d'argent, le fait qu'il est effectivement sans ressources, qui ne peut même pas avoir de quoi se payer un billet de je parle pas de taxi, mais de tramway simplement, enfin, etc. Bon. Parce qu'il vivait, il vivait de piges de journaliste. Non, puisque il était avocat au départ, mais il ne pouvait plus exercer. Il était avocat, journaliste, même de la Fondation Royale, où il touchait un traitement relativement important, etc., etc. Et il est rayé successivement, justement, donc, de tous ses emplois, en quelque sorte. Il ne peut plus être avocat, il ne peut plus être journaliste, ni là, puisqu'il il donnait. Ces pièces, alors, il fait jouer une pièce de manière anonyme, enfin, sous un pseudonyme, hein, alors le truc est compliqué parce que c'est un pseudonyme dont le pseudo est censé être celui d'une autre personne qui sert d'homme de paille en quelque sorte. Bon, c'est-à-dire assez amusant parce que cette autre personne, lorsqu'à la fin, donc c'est la Roumanie est prétendument libérée en quelque sorte, bon, mais cette autre personne lui dit oui, non, mais il faut pas trop se presser de dire que c'est toi qui l'as écrit parce que les Allemands peuvent revenir en quelque sorte, puisqu'il y a toujours ce truc. Bon, enfin, il y a aussi évidemment d'autres choses comme ça. Enfin, surtout que le prête-nom écrit lui-même des pièces. Le prête-nom écrit, bien sûr. Risque d'être en concurrence. Bien sûr. Bon. Alors, autrement, donc, j'ai tellement besoin d'argent. Bon. Oui, bon, je vais encore faire une parenthèse. Ce besoin d'argent, je voudrais juste indiquer un truc qui est assez rigolo, parce qu'il y a des tas de choses qui sont rigolos. C'est par exemple, page 496, mais donc vous n'avez pas le texte, donc ça sert à rien. Donc il a toujours un besoin d'argent extrêmement pressant, il emprunte, il va chercher 1000 lei, 10 000 lei, ici ou là, etc., etc. Bon, et page 496, il écrit à Antoine Bibesco, qui est un des personnages assez rigolo aussi donc du journal, hein, pour lui dire qu'il ne pourra pas venir dans la propriété des Bibesco, etc. Donc là, il l'avait invité. Je ne pourrais pas me déplacer pour le moment, ayant à régler de gros embarras pécuniaires. Antoine me répond aujourd'hui, les embêtements d'argent n'ont rien de déshonorant, en français. Enfin une consolation. Ça, il me semble que c'est du Sébastien tout craché, c'est-à-dire que il ne va pas avoir d'amertume, il ne va pas dire il se fout du monde quand même, et puis il est riche à millions, il pourrait. D'ailleurs, non, il a une fierté extraordinaire, c'est-à-dire qu'il vit un peu au crochet, Bibesco parfois, mais enfin, il ne va pas le taper de toute façon. Bon, mais c'est enfin une consolation qui est tout en quelque sorte. Il y a là, bon, et il y a un autre passage qui est d'un peu le même style. Bien avant, c'est page 260,
Parce qu'il a aussi des amis qui sont riches à millions, d'une autre façon, qui sont des banquiers juifs, d'ailleurs les deux, là, Blanc et Zissou, effrayés, décomposés, puisqu'il y a une sorte de crise antisémite. Enfin non, c'est pas la crise antisémite, c'est la défaite de la France, en quelque sorte. C'est la guerre et la défaite de la France. Bon. Oui, c'est qu'il y a eu un débarquement anglais à Dunkerque, comme vous savez, qui était un débarquement pour voir, qui s'est mal terminé. Oui. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire, Dunkerque résiste encore. Il faut que l'armée française passe en Angleterre. C'est la poche de Dunkerque, etc. C'est en 40. Oui, je croyais que c'était le débarquement. Oui, c'est en 40. Non, c'est pas Dieppe. Bon. Oui, d'accord. Les radios, oui alors. Blanc Zissou, effrayé, décomposé, m'appelle, me demande, m'invite. Il m'embête un peu, mes amis millionnaires. Tandis que je n'ai pas de quoi me payer mon loyer, il réclame des conversations abstraites, etc., etc. Et ça se continue sur ces ennuis d'argent, effectivement. Bon. Donc il y a évidemment ce côté. Bon. Alors il y a des tas de choses maintenant qui rendent évidemment cette vie impossible. Mais évidemment j'ai perdu ce que je voulais dire. C'était quoi? C'était. Non, c'était. Parce que je crois que je retrouve. J'ai ouvert une parenthèse, mais oui. C'était où ça? Ah oui, 456, 57. Donc je reprends le film. Bon, j'ai tellement besoin d'argent. Autrement, je ne penserais d'ailleurs pas même à la faire jouer, cette pièce. Donc c'est une pièce, et il dit ça assez souvent. Donc le théâtre, etc. Donc c'est utilitaire d'une certaine façon. Et il a d'ailleurs des tas de difficultés. Est-ce qu'il peut écrire une pièce vraiment nulle, mais qui a du succès en quelque sorte? Mais il a toujours, comme il dit, des scrupules artistiques, etc. Enfin, il se moque d'ailleurs de ces scrupules artistiques. Bon. Donc autrement, je ne penserais d'ailleurs même pas la faire jouer. Une pièce représentée, un livre édité, un article paru, toute manifestation publique signifie faire acte de présence et d'acceptation. Or, je ne m'estime pas présent et je n'accepte pas. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, mais c'est-à-dire donc là, il y a là précisément une absence durant la guerre, et donc bon, j'aurais des tas d'indications ici justement sur cette manière dont il dit justement qu'il s'agit d'une certaine façon de passer le plus inaperçu possible. Hein. Bon, par exemple, on affiche, c'est en 42, je crois, donc on affiche les écrivains juifs chez Hachette, je crois, etc. à Bucarest, les écrivains juifs. Bon, alors évidemment, il figure sur l'affiche. Hein, bon. Et il commence à rigoler d'une certaine façon, d'autant qu'il y a des tas d'erreurs dans la liste, etc., etc. Et puis immédiatement après, il dit ah oui, mais après tout, c'est peut-être pas si bon que ça, puisque on parle de nous, etc., etc. Donc c'est un moment où il vaut mieux en parler évidemment le moins possible. Donc évidemment, il y a tout ce caractère justement donc de se faire absent, hein, et d'une sorte d'absence délibérée, et dont disons faisant de nécessité vertu, hein, il donne comme ça justement comme une sorte non pas d'acte de résistance, on va en parler, mais justement de cette volonté de ne pas pactiser. Hein. Et ça c'est un point justement qui est assez sensible dans le journal, la manière dont il est horrifié d'avance par le consentement. Hein. Par exemple, c'est comme ça que se termine le passage donc de l'année 40, puisqu'il suspend son journal avec la défaite de la France et la prise de Paris. Hein, bon. Et ce qu'il y a d'horrible, c'est pas tellement la défaite de la France, c'est que cette défaite va être suivie justement par un consentement en quelque sorte, bon, par une collaboration d'une certaine façon. Hein, bon. Et évidemment, c'est ce consentement qui, de la même façon, il voit justement ses amis qui, devant la puissance, comme il dit, démoniaque effectivement de l'Allemagne, donc les succès extraordinaire justement de guerriers effectivement de l'Allemagne, bon, eh bien commencent justement donc à pactiser, c'est-à-dire ils en ont, etc., etc. Hein, bon. Donc il y a ce caractère donc d'une sorte d'absence, mais qui est cette absence délibérée, qui est une absence donc qui est, disons, liée à la situation. Juste un mot, parce qu'on pourrait dire, si on compare à la France, après tout. Je veux dire, la situation des écrivains français, il y a beaucoup d'écrivains français à qui on a reproché, on comprend, d'avoir, sous l'occupation, continué à publier. Parce qu'après tout, on peut vivre sans publier, si on a des moyens de vivre. C'est pour ça que c'est important de dire qu'il en avait besoin pour vivre. Mais il me semble qu'il y a une différence importante entre la Roumanie collaborationniste et la France occupée.
c'est que dans la France occupée, il y avait une sorte d'espace clandestin de résistance. Il était à certains moments embryonnaire, mais il existait malgré tout. C'est-à-dire, les gens qui ont refusé de publier dans la NRF dirigée par Drieux, ils ont publié en Suisse, après ils ont publié à Alger, ou bien ils n'ont pas publié du tout, mais ils ont continué à écrire. Il me semble que la Roumanie donne le sentiment qu'il n'y a pas d'autre espace, c'est-à-dire ou bien il se suicide comme il y a pensé, dit-il plusieurs fois après juin 40, ou bien alors il faut qu'il ait cette présence absente, enfin juste pour indiquer la comparaison. En Roumanie, il n'y avait pas d'interdiction de publication spécifique pour les Juifs. En Roumanie si, je crois. Si, non, il ne pouvait pas publier. Hein. De toute façon, n'allons pas trop vite parce que l'accident a été publié en 40 sous son nom. Ouais. Oui. C'est-à-dire, Donc, oui, c'est vrai. Donc il n'y avait pas absolument d'interdiction. Par exemple, la question c'était pas par exemple qu'il ne pouvait pas faire représenter de pièces. Il ne pouvait pas faire représenter de pièces parce que les directeurs de théâtre auraient pas mis justement le nom d'un auteur juif sur l'affiche. Hein. C'est étonnant cette histoire de la Roumanie parce que je connais pas du tout les détails, mais d'après ce que tu as dit, ce que tu avais dit au départ, il y a des interdictions très mesquines, le poste de radio, le ski, machin, mais apparemment il n'y a pas eu de décret disant les auteurs juifs ne peuvent pas publier. Non, ils peuvent pas être avocats, ils peuvent pas être journalistes, ils peuvent pas enseigner. Après, ils ne peuvent pas avoir de maison. Hein. Donc il y a eu tout un truc justement sur les biens juifs en quelque sorte qui ont été spoliés, etc. Hein. Bon. Pour la publication, non, je pense que jusqu'au bout, c'était pas absolument impossible. Hein. S'il prend un pseudonyme, c'est pour que ça n'ait pas l'air d'être un juif, mais tout le monde sait que c'est lui. Ah non, tout le monde ne sait pas que c'est lui justement, puisque tout le monde pense pour la dernière pièce, là, tout le monde pense que c'est l'autre. C'est pour ça qu'il y a non seulement un pseudonyme, mais un prête-nom. Un prête-nom qui lui-même est... Donc il le fait, pourquoi? Pour être absent? Non, là, c'est pas pour être absent. Il le fait parce qu'il a absolument besoin. Il y a un arrangement financier avec le type. Un arrangement financier, c'est tout. Le type lui dit, voilà, je t'en donne la moitié des revenus et s'il avait publié sous son nom, il aurait eu la totalité des revenus. Non, parce qu'elle aurait jamais. Non, elle n'aurait pas été représentée. Non, mais il s'agissait pas de publier, il s'agissait d'une pièce à représenter. Elle n'aurait pas été représentée, un point, c'est tout. De même, la fameuse Lénie, celle qui est le modèle d'Anne, qui donc est comédienne dans la vie, elle n'a plus de travail. Alors elle est comédienne. C'est ça. Donc vraisemblablement aussi. Mais il faut dire quelque chose sur les Roumains, même si ça va vexer ceux d'entre vous qui sont roumains, t'es pas roumain. C'est que on a toujours dit qu'il y a de la brutalité, il y a de la cruauté dans les persécutions romaines, c'est aussi le bordel, c'est-à-dire c'est très incohérent, c'est fantasque. Oui, ça, il met ça admirablement justement sur les corvées, par exemple, puisque les Juifs sont appelés justement à déblayer la neige, parce qu'il y a eu un hiver terrible où il y avait des kilomètres de neige à Bucarest, donc ils sont appelés à déblayer la neige. Et la réquisition, c'est le bordel complet. En quelque sorte. D'ailleurs, lui, il l'évite pendant un certain temps, puis finalement, il faut qu'il y aille avec son frère, enfin, etc., etc. Bon, c'est effectivement ce mélange de mesquinerie et de désorganisation, en quelque sorte, qui est caractéristique. Mais il n'y a pas eu une protection du roi pendant la guerre, qui fait qu'il n'y a pas eu de déportation massive comme en Hongrie, comme en... Ah, bon, enfin, je dis deux mots, mais ouais, là, c'est tout un dossier, parce que, effectivement, quand on va en Roumanie, c'est ce que les Roumains patriotes vous disent, on va dire patriotes et pas nationalistes pour être gentils, ils disent, mais nous, à la différence des Hongrois, nous n'avons pas déporté nos Juifs, ce qui grossit un peu jaune, mais enfin, effectivement, les Juifs de la partie de la Transylvanie qui étaient restés hongroises, il y a un moment donné où le gouvernement hongrois, après avoir protégé ses Juifs pendant un certain temps, les a vraiment livrés à Eichmann. Alors, en Roumanie, il y a eu quelque chose d'autre qui, pendant longtemps, n'a pas été connu et dont Sébastien parle tout le temps, c'est que les Juifs de ces régions dont la Roumanie a hérité après la guerre de 14, c'est-à-dire la Bucovine, Tchernovitch, d'où était Paul Celan, ou la Bessarabie, ces Juifs-là, à un moment donné, le gouvernement Antonescu a accepté la proposition des autorités nazies de leur donner un territoire au-delà du Dniestre où ils pouvaient
envoyaient leurs juifs. Et donc il y a bien eu une déportation des juifs de Bukovine et de Bessarabie en ce qu'on appelle la Transnistrie, c'est-à-dire au-delà du Dniestre. C'est une déportation dans laquelle il n'y avait pas des camps à proprement parler, on s'est contenté de mettre des centaines de milliers de gens dans des endroits où il n'y avait absolument rien, et éventuellement, donc pour une grande partie en plein hiver, et il y a eu énormément de morts. Là, je ne peux pas vous citer des chiffres tout de suite. Des centaines de milliers. Oui, des centaines de milliers, bien entendu. Et cette déportation, elle est restée complètement inconnue, non seulement dans la Roumanie d'après-guerre, mais même en Occident, puisque quand est paru le livre noir de la déportation sur les Juifs d'Union soviétique, le mot Transnistrie a été traduit de façon erronée par les traducteurs, qui sont mes copains pourtant, par Transylvanie, parce que Transnistrie, on n'avait jamais vu ça. Et donc je leur ai dit, mais non, vous vous trompez, il y a bien eu des déportations en Transnistrie, et ces déportations ont été meurtrières, mais cafouilleuses. Mais comme disait Léon Blois, rien n'est pire que d'être roumain d'un bourreau, qui n'est pas maladroit et qui n'est pas concentré sur son travail. C'est ce qu'il y a de pire. Non, j'ai oublié la phrase de Léon Blois, mais elle est magnifique. Non, ça va? Oui, un peu. Mais pas de déportation en Pologne, à Auschwitz, par exemple. Oui, d'accord. C'était pas un camp d'extermination, la Transnistrie. Non, mais Sébastien, très très dure et très. Oui, mais il y a aussi des périodes de guerre, parce que la Bessarabie et la Bukovine avaient été repris par l'Union soviétique après le pacte. Et donc, d'une certaine façon, les Roumains regagnent en quelque sorte. Et là, Sébastien parle effectivement relativement souvent des échos effectivement qu'il a et des représailles. Non, mais plus que des représailles, c'est-à-dire des ordres officiels d'une certaine façon, où il s'agissait d'exterminer justement tous les Juifs qui tombaient sous la main des colonnes roumaines qui des gardes de fer. Non, de l'armée. Non, les gardes de fer, c'était plutôt à Bucarest, et c'est bon, ça c'est un autre. Oui, il y a eu une célèbre révolte de la garde de fer qui était au fond dirigée contre le gouvernement de l'époque, un coup d'État, voilà, et qui a résulté dans des violences antisémites qui sont restées célèbres. Elles sont mentionnées par Hilberg comme une des choses les plus abominables qui a eu lieu en Europe, mais on ne va pas donner les détails. Bon, elles ont coûté un certain nombre de victimes. Ceci dit, quand l'armée roumaine, je dis bien l'armée accompagnant les troupes nazies, est allée dans la région d'Odessa, elle s'est livrée, là aussi, à des massacres, mais des massacres de civils, je veux dire pas, c'est pas des opérations de guerre, des massacres de civils. Mais là aussi, dont je parle, justement, pour effectivement, il y a des échos, effectivement, mais enfin, il est assez isolé, et il entend simplement donc des gens qui lui disent ça, ou des militaires qui reviennent et qui lui disent voilà, mon capitaine, etc. Bon, enfin. Non, mais Eichmann n'a pas eu de succès, disons, en Roumanie, d'autant plus que le gouvernement roumain, très fluctuant et pensant à l'avenir, a même permis à un moment donné la possibilité d'une émigration juive vers la Palestine. C'est la fameuse histoire du bateau de Struma qui était chargé de juifs, qui est parti. Il a été coulé, donc il est resté 3 personnes, mais enfin, donc ça dit bien la situation très équivoque, ou la politique très équivoque menée par le gouvernement très antisémite par ailleurs. Continué sous le régime communiste, on a trouvé un peu les mêmes. Non, mais ce qui est extraordinaire aussi en Roumanie, c'est que Antonescu, donc le dirigeant pro-nazi, disons, pour dire les choses moins, bon, et évidemment antisémite, bon, reçoit Filderman, qui est le représentant de la communauté juive de Bucarest, hein, et lui dit mais oui, j'étais au courant, mais ça c'est complètement ça, j'y veillerai, etc., hein, bon. Ce qui est assez impensable effectivement dans d'autres oui, enfin il lui dit aussi, mais il y a des moments, oui, quand les troupes soviétiques ont chassé les troupes roumaines, alors vous les juifs, vous vous êtes réjouis, vous nous avez insultés, vous nous avez craché dessus, donc c'est bien normal qu'on vous massacre. Donc il dit ça aussi. Oui, non, bien sûr, oui. Pardon de mon ignorance, mais le roi
tsars de Roumanie, Michel de Roumanie, sa femme Marie, tout ça c'est quoi par rapport à... Beaucoup de rapports. Bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'influence véritable. Ils sont toujours rois. Oui, ils sont toujours rois, et effectivement, on dit justement que la reine a joué un rôle évidemment important. La protection de la communauté. La reine Marie, Oui, non, mais elle joue un rôle important dans la protection évidemment. Mais dans le musée juif de Yash, où ce qui en tient lieu, il y a une vitrine sur la reine Marie, bien sûr. Et on peut dire que à la cour, c'est des gens comme Filderman, comme le rabbin Safran, avaient la possibilité d'y aller, d'intervenir. Voilà, absolument, oui. Pour essayer d'atténuer certaines choses, parce qu'il y a eu des mesures, par exemple, qui sont typiques, qui ont un caractère médiéval, c'est-à-dire qui consistaient à imposer à la communauté juive roumaine de sommes astronomiques, ou à leur demander de fournir des quantités de vraisemblables. Alors, dans ces cas-là, ces personnalités allaient voir la cour, mais avec des résultats moyens. Bon, j'ai déjà mon quart d'heure qui est fini, là. Alors, je reprends le texte que je voulais lire, seulement pour indiquer néanmoins, parce que c'est un passage, donc page 268-69, un soir d'anxiété, pour dire évidemment qu'il vit dans ce qu'il appelle d'ailleurs le plus souvent en français l'angoisse. Hein. Un soir d'anxiété sans que je me rende compte pourquoi au juste. C'est d'ailleurs une semaine avant le fameux coup d'État justement des gardes de fer qui va amener peut-être, si on veut, le seul pogrom dans le vieux royaume, en quelque sorte, c'est-à-dire le pogrom donc de janvier 41 à Bucarest. Je perçois des menaces confuses. La porte serait mal fermée, les volets seraient transparents, les murs aussi deviendraient translucides. De n'importe où, à tout moment, peuvent faire éruption chez moi, je ne sais quel danger, dont je connais en fait la présence permanente, mais auquel je m'habitue en général jusqu'à les oublier. Et puis soudain tout devient oppressant, imminent, étouffant, on voudrait appeler au secours, mais qui, de quelle voix, avec quel mot. Il me semble que cette note, effectivement, reflète assez bien, en quelque sorte, cette sorte de climat dans lequel vit Sébastien, c'est-à-dire cette sorte de climat d'insécurité, insécurité économique, insécurité de cet ordre-là, et crainte, effectivement, du pogrom, c'est-à-dire le journal, évidemment, constellé. Tout événement qui arrive, d'une manière ou d'une autre, peut être le motif, en quelque sorte, donc, de ce qu'il appelle une crise antisémite ou pogrom, un type de diversion, etc. Souvent, naturellement, il pense souvent et il note effectivement donc ses pensées donc à cet égard. Alors, il me semble que ce climat, cette sorte de fort intérieur, ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est que c'est sa chambre, c'est même son studio qu'il chérit assez, puisqu'il a là une sorte d'espace de solitude. C'est vrai, c'est quelque chose donc comme son fort intérieur qui est violable en quelque sorte, dont il a le sentiment justement donc qu'il est transparent, ou bien que n'importe qui peut pénétrer, il peut y pénétrer à quelque moment que ce soit, quelque chose. Donc il est angoissé, il est exposé en quelque sorte donc à cette violation. Alors la première chose que je veux dire, c'est que ce climat, pour dire les choses mal comme ça, premièrement, lui interdit ce qu'on pourrait appeler justement le luxe de l'objectivité. Alors, page 260, il s'agit évidemment de la guerre, il s'agit de la manière dont ça tourne effectivement en France, et je voudrais lire ce passage. « Je ne peux plus être objectif, entre guillemets. La prétendue objectivité, entre guillemets, que je constate chez tant de gens, donc Camille, Camille Petescu, qui est un de ses amis, Matouler, qui est une sorte de clown, d'ailleurs, qui est un personnage tout à fait Matouler d'une manière d'accepter la situation, de s'en accommoder. Un peu partout, je vois croître non seulement la crainte des Allemands, mais aussi l'estime et même la sympathie à leur endroit. Vous voyez, c'est là justement où la crainte et le consentement, effectivement, commencent à être très proches, maintenant. Ils en ont. On est épaté alors qu'on devrait être terrifié. À aucun moment ces gens objectifs ne se disent que le triomphe allemand apporte l'esclavage, leur propre esclavage. Cependant, à eux, ils n'apportent que l'esclavage. À nous, il apporte la mort. Une différence qui change radicalement le point de vue. Et de même, un autre passage du même genre. Donc, c'est pas seulement donc l'objectivité, c'est aussi, si on veut, c'est un peu pareil, le recul. Page 281.
alors ça, c'est justement après le coup d'État justement des gardes de fer, etc., etc. Bon, alors il y a des amis qui sont très janvier 41. Ceausescu et Străinu, rencontrés hier, étaient tout à fait contents des événements, pas du tout inquiets, puisque bon, ce coup d'État a été étouffé dans l'œuf et il y a eu, je sais pas, 200 ou 300 gardes de fer qui ont été exécutés. Bon. Oui, mais un nombre de juifs, sans doute. Bien, oui. Oui, là aussi, par conséquent, d'ailleurs, les nombres sont bon. Et pas du tout inquiets dans la suite. Je ne pourrais pas en dire autant. Bon. Il ne peut aussi qu'être satisfait d'une certaine façon, mais néanmoins, je ne pourrais pas en dire autant. Hein. J'ai toutes sortes de doutes, de craintes. J'ai l'impression qu'on hésite, qu'on fait marche arrière, qu'on ménage des formules de réconciliation, qu'on tergiverse. Pour comprendre cela, évidemment, il faut comprendre que en 40 et jusqu'à janvier 41, c'était la garde de fer et Antonescu qui commandaient ensemble, d'une certaine façon. C'était Sima, le chef de la garde de fer, et Antonescu qui étaient les deux têtes, en quelque sorte, de l'exécutif. Sima, d'ailleurs, dont il parle ici, pour dire que c'est lui qui avait nommé Cioran, hein, et que Cioran, la nomination de Cioran est toujours valable, même après janvier 41, puisqu'il va s'en aller à Paris, justement, à ce moment-là. Hein. Donc, la nomination de Sima, là, bon. Et évidemment, donc c'est le jeu. Sima a été viré. Oui, parce que c'est le jeu d'Antonescu, hein, d'aller demander à Hitler, et qu'est-ce que vous faites avec vos fanatiques, hein? Bon, bah, on fait la nuit des longs couteaux, quoi. Bon, donc évidemment, donc il y a toute chance que ce coup d'État justement à Garde de fer ait été un petit peu télécommandé en quelque sorte par Antonescu, mais pas exactement. Et là, Sébastien voit très bien les choses. Pas du tout pour se débarrasser de la Garde de fer, hein, mais pour la réorganiser. Hein, dans la main d'Antonescu seul, en quelque sorte. Hein. Bon, donc on hésite, on tergiverse, etc. Donc il me semble que c'est là une vision justement qui est tout à fait juste, qu'on fait machine arrière, etc. La différence entre Ceausescu et moi, c'est qu'il juge avec du recul, tandis que je juge avec ma propre vie, prisonnière des événements. Et voilà une phrase qui pourrait plaire, je crois, à mon voisin. Je commence à penser que, du moins lors des grandes crises, le recul n'est pas la meilleure fenêtre pour regarder et comprendre. Donc effectivement, cette insécurité, ce sentiment justement d'angoisse, etc., eh bien, lui interdit effectivement l'objectivité et le recul, et lui font penser justement donc que de toute façon, dans ces cas-là, le recul n'est pas la manière la plus la meilleure fenêtre donc pour regarder et comprendre. Attends, je vais ajouter un truc. C'est-à-dire, ce que tu dis est valable sur le plan, on pourrait dire, de la réflexion. C'est pas la meilleure façon de réfléchir, de s'imaginer, de s'inventer ou de profiter d'une situation en quelque sorte abritée. Mais je voudrais dire que pour lui, c'est même pas non plus la meilleure position stylistique. Parce que, voilà, je me suis posé, ça va être bref, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est un bon écrivain? C'est désagréable de dire ça, parce que on est là, on dit, oui, c'est un écrivain formidable. Non. Moi, je pense que c'est un bon écrivain, mais je voudrais donner un exemple de ce que j'appelle chez lui être un bon écrivain, encore une fois, ne pouvant pas juger de la langue roumaine que j'ignore, comme Michel Echter. C'est un moment qui est intéressant, où il réfléchit après donc ce putsch de la garde de fer à Bucarest, il réfléchit à la situation européenne et il pense à la France. Il se dit peut-être que la France, même vaincue, va devenir un facteur décisif dans la nouvelle Europe. C'est vrai, il y a des gens qui l'ont rêvé. Je veux dire, pas seulement Pétain, pas seulement des gens de Vichy, pas seulement des gens de l'extrême, des fascistes français. Oui, mais il parle des prisonniers de guerre, là. Oui, il parle de ça aussi. Ensuite, mais c'est la phrase qui précède. Il ne serait pas impossible que la France devienne néanmoins un facteur déterminant dans la nouvelle Europe, pas politiquement, certes, mais moralement et surtout socialement, entre parenthèses. Que j'écris mal, mon Dieu. Oui. Alors, oui. Ça, j'ai trouvé que c'était bien. Parce que c'est ça, écrire mal. C'est écrire politiquement, moralement et socialement, c'est-à-dire à un endroit où il y a des difficultés, où il y a des choses à dire, à expliciter, trouver des mots abstraits, généraux, qui recouvrent ça. Non, c'est clair? Oui, d'ailleurs, ça vient à plusieurs reprises. Ça, je trouve ça formidable, parce que ça montre ce scrupule qu'il a, qui fait de lui un écrivain. Sans aucun doute. Dans le journal même. Ah ouais. Ah oui, parce que c'est pas...
Oui, oui, c'est tout à fait d'accord. Oui, madame. Martine veut parler. Oui. Non, mais par rapport à la question, à la position dont tu parlais tout à l'heure, de ne pas accepter, de ne pas consentir, il y a un passage là où il parle de son rapport à la judéité. Moi, je suis tombée dessus et je le trouve assez formidable par rapport à UNESCO. Ah bah oui. Ça s'appelle Dans la mer était juive. Et alors donc là, Sébastien est à la page 298. Plus émouvant encore, Eugène Ionesco qui est venu me voir il y a un matin, désespéré, suffoqué, obsédé, qui ne supporte pas l'éventualité d'être chassé de l'enseignement. Apprenant tout à coup qu'il a la lèpre, un homme en bonne santé peut devenir fou. Eugène Ionesco apprend que ni son nom, ni son père de souche incontestablement romaine, ni son baptême chrétien à la naissance, que rien ne peut occulter la malédiction d'avoir du sang juif dans les veines. Nous autres, il y a longtemps que nous y sommes habitués à notre chère lèpre, jusqu'à la résignation, jusqu'à je ne sais quel encouragement triste, mais fier. Alors, je ne sais pas si, par rapport à la position que tu dégageais tout à l'heure, est-ce que c'est cette position qu'il a généralement dans la vie qui lui fait avoir ce rapport à sa judéité, ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Est-ce que c'est le rapport à la judéité qui fait que, sur lequel au fond il s'appuierait pour avoir cette position? Oui, enfin, je crois que c'est assez clair dans le sens, parce que souvent il dit cela, parce que il y a un autre passage, alors lui qui est plutôt rigolo en quelque sorte, hein, où il y a justement dans la communauté juive des mouvements pro-Antonescu, etc., etc. Donc je ne sais plus, les Roumains israélites, ceci ou cela, etc. Et il se moque évidemment de ce genre de manœuvre en quelque sorte, hein, de ce genre justement de consentement précisément, donc où il s'agirait justement de donner en quelque sorte des gages de je ne sais pas quoi, de bonne foi justement à l'égard du tortionnaire pour éviter évidemment quoi que ce soit, hein. Donc ça va évidemment plutôt dans ce sens-là. Attends, mais je voudrais, Martine, tu voudrais préciser, tu voudrais dire qu'il y aurait dans, je ne sais quoi, l'appartenance juive, un vaccin, ou j'ai pas compris? Non. Justement, parce que là pour lui, ça peut pas être une appartenance, puisqu'il est, comment dire, Ça dépend des jours. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris dans un comment dire, il se sent mal aussi, d'après ce que tu as dit, oui, je crois. Quand il se retrouve entre juifs, et en même temps, il a un rapport à cet aspect-là de lui qui est un rapport qui est décrit là, c'est-à-dire oui. C'est une malédiction, mais c'est une malédiction à laquelle on tient, et on s'y résigne, on se décourage, on est triste, mais on est fier. Il n'est pas fier d'être juif. Il est fier, c'est une fierté, c'est-à-dire c'est tout ce qui peut, la fierté de ne pas, de ne pas se soumettre à cette malédiction qui vient des antisémites, et en même temps avec une impossibilité d'être un juif avec la tradition, etc. Donc qu'est-ce qui reste? C'est une fierté, mais pas une fierté d'être juif, une fierté tout court. Alors, est-ce que ma question, c'est dans quel sens? Oui, mais là, il n'y a pas vraiment de consentement, si tu veux, puisque pour lui, justement, c'est une donnée de fait, quoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est... Il y a un passage célèbre, si tu veux, donc de 2001, où il dit... depuis 2001, je ne cesserai bien sûr jamais d'être juif, ce n'est pas une fonction dont on puisse démissionner, on l'est ou on ne l'est pas, je n'en suis ni fier ni gêné. Quant au fait justement d'être juif, ni fier ni gêné. Il n'est pas fier d'être juif, voilà. Il est fier tout court. Oui, c'est d'accord. C'est par fierté qu'il refuse, qu'il est attaché à cette malédiction à laquelle il ne cherche pas à échapper par la dénégation, par exemple. Ah non, bien sûr. Par une illusion d'être oui. Non, mais puis en plus, par exemple, lui. C'est intéressant dans cette situation de quelqu'un justement qui est entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est
pas, qui n'a pas d'appui dans la tradition, qui n'a pas d'appui dans les... Enfin, il la connaît quand même, pas un petit peu. Hein. Il n'est pas ignorant. Il n'est pas ignorant. Il connaît les prières. Il sait ce qu'il faut faire dans une synagogue, etc. Oui, j'en sais rien, parce qu'il dit, il annonce au-dessus de l'épaule d'un autre, effectivement. C'est ça. Oui, non, d'accord. Est-ce que ce serait sa fierté qui lui fait faire comme si ses amis n'avaient rien dit quand ils ont dit des choses antisémites, enfin, je dirais passer par-dessus? Est-ce que c'est ce ressort-là en lui qui lui permet soit de pactiser, soit de passer par-dessus? Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans cette phrase que tu dis Il ne veut pas se reconnaître juif à travers les yeux d'un antisémite. C'est un peu la position, je pense un peu à la position que Sartre attribue. Être juif parce qu'un antisémite vous assigne à cela. Et c'est peut-être cela qu'il ne veut pas. Ce contrat-là, il n'en veut pas. Non, mais il ne veut de toute façon appartenir à aucune collectivité, comme il dit. La période, justement, est née Ionescu, c'est justement le penseur de la collectivité, du collectif, etc., etc. Hein, et il y a des passages là-dessus, justement, tout à fait vifs, justement, de Sébastien, pour dire, justement, donc il aurait mieux fait, justement, de parler du caractère absolu de l'individu, en quelque sorte. Hein. Bon. Donc, pas plus qu'il veut appartenir, ou du moins, il appartient, mais avec beaucoup de répugnance au début, hein, à la Société des écrivains roumains. Bon, il y a un passage là sur une séance à la Société des écrivains roumains qui est extraordinairement sarcastique. Hein, et il dit justement, dès qu'on cesse d'être seul, on est perdu. Quoi. Je crois que la notation, justement, se termine un petit peu comme ça. Mais il y a quelque chose de tranquille, il me semble, malgré l'angoisse de ce journal. Oui. Il y a quelque chose de tranquille dans son rapport à la judiciaire. Tout à fait, oui. Moi, ça me frappe beaucoup, parce que c'est un terme, une qualité, ou un défaut, ou un je sais pas quoi, qui suscite en général beaucoup d'incertitudes, et je trouve pas chez lui. Il se pose pas la question, non, c'est un fait. Alors, évidemment, Depuis 2000 ans est un livre qui, s'adressant d'ailleurs pas seulement aux Roumains non-juifs, voire antisémites, mais aussi aux Juifs, manifeste une certaine qualité de l'histoire juive et veut en donner le sens dans la Roumanie contemporaine. Comme si, en quelque sorte, le sens de toute cette histoire, il lui appartenait à lui de l'indiquer. Mais son rapport à ça n'est pas mis en question, incertain, problématique, non. Il l'est, puis voilà, puis il n'y a pas à se demander pourquoi, mais il l'est. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Maintenant, son amitié, alors là, sur l'amitié, moi je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, et à ce que tu as prolongé sur le fait de ne pas être tout à fait à l'endroit où on est, de ne pas être tout à fait soi-même, et oui, mais sans lâcheté. Oui, c'est ça, sans lâcheté, oui. C'est une espèce de fidélité à sa propre histoire, c'est-à-dire d'avoir été ami avec des gens. Non, parce que je pense un petit peu à Arendt et à Heidegger, dans un sens, quand on dit mais comment elle a pu faire pour continuer de le voir, enfin, après une interruption, mais quand même, je retrouve, ça m'éclaire un petit peu, c'est-à-dire que ces gens-là ont été importants pour lui à un moment de son histoire, et ça a été des amis, de l'affectivité, et l'affectivité, elle reste. Même si par la suite les autres. Donc il reste toujours cette espèce de lien affectif qui fait qu'on ne peut pas complètement rompre avec des gens qui ont pris un chemin épouvantable. Non, mais il n'y a pas de consentement là, c'est-à-dire, premièrement, justement, sans lâcheté, c'est-à-dire éventuellement une indifférence. C'est pas exactement qu'il fait comme s'il n'entendait pas du tout. Il interrompt Eliade en disant, il y a un passage, par exemple, donc je crois que il doit être dans la photocopie, hein. Il y a un passage justement où il dit à Eliade, mon vieux, on arrête là, sans ça on ne pourra pas arriver au dessert là, parce qu'ils sont en train de bouffer je sais pas quoi, etc. Bon, et donc ils ont parlé d'autres choses, etc., etc. Bon, c'est ce qu'on fait souvent, oui, non, absolument. Voilà, c'est ça. Donc on en parle. Ça, ce sujet-là, on n'en parle pas parce que
ce qui est plus compliqué, ce qui m'intéresse peut-être plus encore justement chez Sébastien, c'est cette idée qu'il a que leur vieille amitié, tout à fait fidèle, etc., comme tu viens de l'indiquer, bon, elle ne mérite pas de tomber comme ça en quenouille sans que rien ne soit dit. Parce qu'il dit non, notre amitié est en pleine dissolution, bon, évidemment, tout nous sépare, etc., irrémédiablement. Enfin bon, il y a des formules de ce genre-là, etc. Bon. Et donc, il a toujours l'idée justement qu'ils auront une explication. Bon, une explication où là ils se brouilleront effectivement ouvertement. Évidemment, cette explication, elle est toujours différée, elle est toujours empêchée parce qu'il y a un mec qui arrive, donc ils n'ont pas pu parler, etc., etc. Et cette explication n'a jamais lieu en quelque sorte. Hein. Et ça me semble que c'est quelque chose qui serait plus intéressant. Si on commence à s'expliquer, voilà. Ah non, mais il s'agit, justement, dans son idée, il s'agit de s'expliquer pour rompre, hein, mais pour que ce soit clair, net, etc. Enfin, c'est pas. Alors que ce qui va se faire, c'est qu'on rompt sans rompre, parce que on se téléphone pas pendant 3 semaines, parce que, etc. Enfin, les choses se dissolvent comme ça. Il y a un moment où Sioran vient à Bucarest et lui fait passer. Eliade. Parce que Sioran, il a des rapports assez épisodiques, pas. Mais Eliade, oui. Eliade vient, il ne fait pas signe. Et là, ils lui disent, j'aurais pensé ça, que ça aurait été absurde, hein, et maintenant, je pense que c'est naturel, en quelque sorte, hein, dans ce moment. Bon, mais je voulais... Non, ben oui, c'est presque... Non, mais... on pourrait parler enfin, oui, donc on a largement parlé de ces rapports avec les femmes, donc je n'y reviens pas. Simplement pour dire quand même peut-être 2 mots justement sur cette jalousie. Hein. Évidemment, il y a une jalousie qui est une jalousie absolument maladive, dirait-on, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nouer, évidemment, une histoire amoureuse sans, le lendemain ou presque, effectivement, suspecter la personne en question, et sur des motifs, évidemment, les plus futiles. Il suffit qu'il la voie adressant la parole à quelqu'un pour suspecter que c'est un rendez-vous, qu'elle va coucher avec elle, etc. Bon, là, ce serait très facile de multiplier, justement, je crois, là, les références, d'ailleurs très, très intéressantes, souvent, bon. Mais il me semble justement que cette jalousie, que cette manière, par conséquent, cette manière qu'il a d'aimer, et aimer pour lui, c'est être jaloux. Et d'ailleurs, bon, il l'indique en toutes lettres d'une certaine façon, j'aime, donc je suis jaloux, en quelque sorte. Hein. Bon, t'as lu tout à l'heure un passage, justement, il dit non, cette possibilité, justement, avec Lénie à la fin, donc comme si ce serait très facile, bon, on fumerait une cigarette, on écouterait un truc, on baiserait, etc., etc. Bon, pour lui, justement, c'est une impossibilité, en quelque sorte. Mais je suis jaloux. Il y a un autre passage, justement, c'est avec une Zoé, hein, bon, il rentre chez lui, il lui a dit qu'il irait effectivement la voir, ça lui casse un peu les pieds, il préférait rester écouter de la musique, Bon, il se demande ce qu'il va faire. Coup de téléphone, je ne peux pas. Ah bon, exactement. Donc, on m'a enlevé, je crois. Je t'expliquerai plus tard. Ouais. Bon, on m'a enlevé. Hein, bon. D'une part, il dit bon, c'est exactement ce qu'il voulait d'une certaine façon. Donc, il a même pas à lui demander. Enfin, oui, parce qu'il avait pensé à lui téléphoner en lui disant que lui, il pourrait pas. Bon, là encore, une aubaine formidable. Bon, oui, aubaine formidable. 3 petits points. Mais je suis jaloux. Hein. On m'a enlevé, donc avec qui elle peut bien être, etc., etc. Hein. Bon, le passage, d'ailleurs... je vais lire quand même ce passage, je crois, si je le retrouve, je crois que c'est page 159, si je ne me trompe pas dans mes affaires, parce qu'évidemment, il est assez... C'est le seul passage qui peut être un peu cru, justement, pour ce qui pouvait nous intéresser. On m'a enlevé en dit long. Cette nuit, elle va rentrer chez elle avec celui qui l'a enlevé, elle va forcément coucher avec lui. Ce qui devrait me laisser parfaitement indifférent. Finalement, notre liaison ne peut se résoudre que dans une séparation. Bon. Ça, je crois que c'est l'érotique, en quelque sorte, de Sébastien. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut entamer une liaison qu'en songeant à la séparation, qu'en songeant à s'en sortir, comme il dit, à en sortir ou à s'en tirer. Hein. Maintenant, il faut s'en tirer. Hein. Il rencontre une femme et le soir même, il note, bon, ben maintenant, il va falloir s'en tirer, en quelque sorte. Bon. Et évidemment, la phrase d'après... Et je ne peux pas lui refuser le droit de trouver enfin un homme avec qui coucher. Bon. Qui n'est pas lui, par conséquent. Évidemment, bon. Qui ne peut pas être lui. Alors à quoi bon je te le demande? Il y a aussi ce caractère de
de dialogue du journal, qui est assez, bon, souvent, justement, il s'appelle mon garçon, mon cher monsieur, etc. Hein, je te le demande, à quoi donc compliquer ta malheureuse vie de pareils regrets, de pareils espoirs irréalisables, de pareilles attentes insensées, qui à la fin te laissent le même goût de cendre. C'est la même expression qu'on a trouvée justement dans l'accident. Bon, et donc ce qui me semble justement, c'est que la jalousie, c'est-à-dire cette idée, par conséquent, qu'en un certain sens, pour dire les choses ouvertement, puisque c'est comme ça qu'il s'exprime, les femmes qu'il rencontre les unes après les autres deviennent dans son esprit des sortes de putains. Donc la Lénie, c'est la petite putain charmante, bon, avec qui n'a-t-elle pas couché la chère enfant? La formule est assez belle d'ailleurs, hein, la chère enfant. Bon. Cette idée, justement, je pense que c'est justement sa manière de s'en sortir. Hein. Lorsqu'il dit justement, maintenant je sais à quoi m'en tenir, hein, et elle est comme Evgenia Zaharia, bon je connais pas la personne, mais il y a deux notes justement dans le journal, pour qui justement c'est la putain la plus explicite en quelque sorte de ce monde, en quelque sorte, et pourrais-je aimer une Eugénia Zaharia? Donc il faut qu'il transforme justement ses conquêtes, hein, en des Eugénia Zaharia, en quelque sorte, pour, d'une certaine façon, se sortir d'affaire, en quelque sorte. Hein. Bon. Et il y a des choses qui sont extraordinairement poignantes, mais poignantes, et en même temps, moi j'appellerais ça d'une sorte de pudeur, d'une certaine façon. Bon, il y a quelque chose, ou évidemment quelque chose qui est à la limite de l'inavouable, plus exactement. Hein. Bon. C'est ces nuits... Hein, c'est ces nuits qu'il dit horribles, atroces, etc., etc. Bon, et ça revient assez, enfin, pratiquement justement avec toutes ces conquêtes, effectivement, où une note justement comme des dates. Il renvoie en juin, je sais plus où, avec Lénie, effectivement, etc. Donc des nuits justement atroces qui sont de l'ordre, justement, donc de l'humiliation, de je me dégoûte. Hein. Je me dégoûte, mais c'est la seule notation qu'on peut avoir. Et il dit d'ailleurs explicitement, hein, je ne pourrais pas écrire, hein, je ne pourrais pas écrire justement donc sur ces nuits de dégoût en quelque sorte, hein, et ou je n'écrirai que beaucoup plus tard, etc. Bon, ce qui est à renvoyer évidemment au calendrier grec. Et si la chose n'est pas, même si elle comporte simplement certainement une sorte d'inconvenance, je crois que c'est la même c'est une impossibilité analogue justement qu'il exprime à propos du pogrom de Iași, hein, et des récits justement qu'il en a, hein, où il dit justement impossibilité de consigner. Hein, il est impossible, c'est quelque chose justement qui non pas exactement sans doute qui dépasse la parole, enfin il s'exprime un petit peu comme ça dans le passage que j'ai en tête. Bon. Mais il y a des autres notations qui sont beaucoup plus sobres, dont je ne peux pas évidemment consigner ce que j'ai appris sur le massacre justement donc de Iași. C'est quelque chose justement où la barbarie a été un comble, etc. Bon, entre ça c'est une des choses justement qui ne peuvent pas s'écrire dans le journal, ou du moins dont le journal dit qui ne peut pas les écrire. Hein. Bon, et ces nuits d'horreur justement, il me semble qu'il y a un certain rapport en quelque sorte entre les deux. Et la dernière chose à dire, donc je ne dirai pas davantage sur cette sorte d'absence à lui, c'est ça que je voulais dire. Il y a une deuxième forme d'absence, il y a une deuxième source de son absence. Hein. C'est pas que la situation le rend absent, hein, ou qu'il doit se faire absent, etc., etc. C'est bien une absence là qui n'est pas de son fait, hein, et qui l'accable dans un certain sens, hein, et qui se compose de manière assez amère avec une attitude pour le bonheur. Enfin non, il dit ça mieux que ça. Enfin, il a par exemple ce qu'il appelle des bouffées de vitalité. Hein. Bon, il a une déficience de vitalité et puis des bouffées de vitalité, et il a, je sais plus comment il dit exactement. Il a, oui, c'est pas attitude, c'est oui, c'est ça, j'y étais presque. Une aptitude, effectivement, pour le bonheur. C'est le texte un petit peu que tu as lu tout à l'heure, hein. J'aurais tellement peu demandé, enfin, il s'en faut tellement de peu, justement, pour que le bonheur soit à la portée de la main, en quelque sorte. Et en même temps, il met rigoureusement et absolument, effectivement, interdit. Donc bon, il y a mille autres passages justement sur cette sorte d'inaptitude où il dit justement je suis absent. Les gens ne se rendent pas compte puisque en même temps il est extrêmement sociable, je veux dire en quelque sorte, il est extrêmement répandu dans tout un ensemble de cercles, etc. Et justement il y a un passage où il dit bon, tous les gens vaquent à leurs occupations, etc. Et ils ne se rendent pas compte que je suis un absent. Bon, c'est ce qu'à faire.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est évidemment sur le journal, en quelque sorte, lui-même. Hein. Alors bon, tu as parlé de Jules Renard tout à l'heure. Finalement, c'est sans doute effectivement. Enfin, Jules Renard est extrêmement présent tout au long du journal, et même, ce qui est un point quand même important, justement, dans ses rêves. Enfin, au moins à 2 reprises, justement, il rêve de Jules Renard, où il rêve de. Il y a un long passage justement, donc, où il rêve de Jules Renard. Ils vont chez Jules Renard et ils demandent la route en disant où habite Monsieur Jules Renard. Bah, c'est moi-même, bon, etc. Donc, et il va lui parler de son journal, etc. Et il y a un autre passage où un autre rêve, justement, donc, où c'est Zoé qui veut se marier avec lui. Hein, bon. Donc ils vont devant l'état civil, etc. Et il cite, donc dans le rêve, à l'intérieur effectivement du rêve, il cite un passage de Jules Renard sur le mariage. Bon, etc. Bon. Et alors, ce qui m'apparaît, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'en a pas parlé à ce moment-là, ce qui m'apparaît évidemment important, évidemment, dans ce journal, c'est sans doute, disons, le statut effectivement du journal. Le statut du journal, c'est-à-dire qu'il en parle à la fois. Bon, non, je ne vais pas tout dire les choses trop pour que ce soit trop à peu près intelligible. Premièrement, je crois qu'il est un diariste hors de pair, pour une raison en même temps qui lui rend compliqué justement l'écriture du roman, par exemple, et surtout la réécriture du roman. C'est qu'on n'en a pas parlé, ça justement, mais il fait état souvent de son incapacité à réélaborer un manuscrit. Bon. Manuscrit perdu, c'est un petit peu autre chose, parce que là, il faut qu'il le retrouve en quelque sorte de tête. Hein, c'est un petit peu autre chose. Mais de revenir en quelque sorte sur un manuscrit, de le remanier, etc. Et il y a une notation où il dit il y a quelque chose d'irrévocable. Hein. Bon, ce qui m'est apparu comme ça, ce qui a été écrit à mort. Donc ce qui a été écrit est écrit, en quelque sorte. Et il y a là quelque chose d'irrévocable. Hein. Et donc, dans un certain sens, il est impossible de revenir dessus. Hein. On peut évidemment le relire. Il écrit son journal pour le relire. D'ailleurs, c'est le seul plaisir qu'il s'y promet. Hein. Bon, mais il y a là quelque chose donc qui est irrévocable. Et il me semble que justement que l'écriture du journal, c'est ça précisément. C'est pas une écriture qui. Bon, c'est vrai qu'après, il y en a certains justement qui remanient leurs journaux intimes, etc. Mais normalement, l'écriture du journal, évidemment, c'est qu'on n'y touche pas d'une certaine façon. Hein. Bon, c'est que ce qui est écrit est écrit. Hein. Bon. Maintenant, deuxième point sur le journal, c'est que à la relecture, le plaisir qu'il s'y promettait, souvent, il s'évanouit d'une certaine façon, et le journal lui apparaît terne. Justement, au regard de ce climat justement d'angoisse ou d'anxiété justement dans lequel il vit, hein, il dit mais je retrouve rien justement dans mon journal en le relisant justement de cela d'une certaine façon. Hein. Donc le journal est trop froid, trop impersonnel, etc., etc. Hein. Bon. Et en même temps, justement, donc là, c'est ce qu'on avait donné dans la photocopie, justement, le caractère extraordinairement artificiel d'un journal intime. Hein. Et là, vous avez la notation donc dans la photocopie, hein, ça doit être page 264 ou 265 par là. Donc, c'est-à-dire en janvier 41, puisqu'il reprend, c'est au moment où il reprend son journal. Avec une interruption de 6 mois, et donc il y a une réflexion sur le journal en quelque sorte dans ces 2 pages. Hein. Et il y a cette comparaison qui est assez extraordinaire justement. Un journal intime, ça serait justement comme lui et son frère à Paris qui parleraient français entre eux. Ils auraient des raisons d'ailleurs de parler français, parce qu'ils voudraient s'exercer au français, etc., etc. Mais il n'a jamais pu parler français avec son frère à Paris. Hein, bon, parce que justement, ça aurait sonné de manière justement tout à fait artificielle. Hein, bon, et le journal, c'est-à-dire quelque chose qui est une écriture pour soi, en quelque sorte, qui est une écriture intime justement, et une écriture évidemment pour soi, lui apparaît justement ayant ce caractère extraordinairement artificiel. Hein, bon. Et en même temps, là, si vous tournez la page, hein, bon, eh bien la page d'après, il regrette. Il regrette d'avoir interrompu son journal après la chute de Paris, si j'ose dire. Hein, bon, parce qu'il a tout perdu de ce qui lui est arrivé. Il lui est arrivé des choses, mais ces choses, il ne peut que les énumérer, hein, en les qualifiant d'une certaine façon. Mais il ne peut plus les décrire, il ne peut plus les consigner à proprement parler. Hein. Donc ce qui lui est arrivé dans la caserne, dans le truc, etc., etc.
Tout ça, par conséquent, est décoloré, et ça se termine dans la page d'après encore, avec l'image justement du tremblement de terre. Hein, parce que par-dessus le marché, pendant cette période, en novembre 40, il y a eu un tremblement de terre à Bucarest. Bon. Et le tremblement de terre, il reste vif. Le souvenir du tremblement de terre reste vif, hein, tant qu'il y a une fissure dans son studio. Hein. Bon. Maintenant que les travaux ont été faits, que c'est réparé, le tremblement de terre, il s'estompe et il disparaît. Donc, le journal a cette vertu, en quelque sorte, de retenir, en quelque sorte. Hein. Et comme il dit donc au début de la page, donc de la seconde page de cette longue notation, hein, le journal permet justement de regarder les choses en face, ou aide du moins, contribue, hein, à ce que l'on regarde les choses en face, hein, et qu'on les laisse pas comme ça s'estomper, dépérir et finalement disparaître pour lui. Donc, en un certain sens, il me semble que le journal, c'est aussi pour lui quelque chose qui contribue à se tenir bon, ou à se rester debout, à ce « il faut vivre hein, », qui est le leitmotiv justement donc du journal de guerre. Enfin, je veux dire là, pendant la guerre en particulier justement. Bon, même si d'ailleurs ça commence avant, puisque tu as parlé justement du suicide et où là aussi il y a quelque chose sur lequel il faut tenir bon sans doute d'une façon. Hein, bon. Ah oui. Il fait des voyages, enfin il fait des excursions. Par exemple chez les Bibesco, à la montagne, etc. Mais il revient dans la journée. Est-ce que c'est pas aussi le fait de ce genre de situation où quelqu'un ne peut plus revenir sur son intimité sans y faire entrer les événements extérieurs? Ça ne peut plus être un journal intime. Et à ce moment-là, où c'est un intime qui est nécessairement traversé par ce qui se passe, oui, bien sûr, par les événements. Bien sûr. Mais il me semble néanmoins que les deux caractères... Ça change un petit peu. Le journal va changer de fonction et devenir ce que tu viens de dire, c'est-à-dire beaucoup plus cette volonté de remémorer, de garder trace. Oui, mais de garder trace aussi bien de sa vie intime, des moments où des nuits, des débauches, des orgies de musique qu'il a faites en écoutant la radio pendant des heures et des heures. Et c'est ce qui fait que ce livre est tout à fait étonnant, c'est qu'il garde la part égale. Oui. Il n'est pas envahi. Et pourtant, il y aurait de quoi, en effet, t'as raison, mais je trouve qu'il n'est pas envahi. Son regard est presque une sorte de calme dans le regard, rendu possible par cette espèce de dispositif optique qu'est le journal et la possibilité de l'écrire, joue son rôle. Oui, donc ça c'est une façon de tenir, ce serait à la fois ne pas pouvoir écrire les événements dans le journal et en même temps faire bien attention, maintenir aussi le... Oui, enfin il les écrit pas vraiment, hein, les événements. Il note qu'il s'est passé ci ça et l'effet que ça lui fait. Non mais pour prendre un autre pôle, c'est le journal de Kafka, parce que Kafka, il prend la décision qu'il veut pas que le monde extérieur vienne interférer avec la possibilité de tenir son journal, possibilité qui est menacée par 36 trucs. Donc quand il apprend qu'il y a la guerre de 14, il dit oh là là, mais ça va pas du tout. Piscine. Aujourd'hui, c'est bien de faire. Aujourd'hui, elle est à la piscine, donc il ferme la porte de son esprit. Il s'y intéresse certainement, mais c'est pas tout à fait mais pas les... non plus. Non, mais enfin la guerre de 14, c'est assez important. Oui, mais ça n'atteint pas la vie, que le quotidien à ce point. Enfin, quand tu n'étais pas à la guerre, oui. Ça n'atteint pas ton quotidien au point où cette période-là atteint le quotidien. Oui, le quotidien, en tout cas l'intime. Oui, mais il me semble par exemple que la manière dont il note ou dont il note pas ou dont il refuse de noter effectivement donc ces aventures érotiques sont exactement avant et pendant la guerre. C'est exactement pareil. C'est le même genre de logique, etc., qui se joue et qu'il consigne effectivement de la même façon.
Non, il me semble quand même qu'il y a deux, qu'il y a bien une sorte de double difficulté, enfin de double absence, quoi. Je crois pas qu'on puisse réduire l'une à l'autre ou etc. Il y a bien et je sais pas même l'influence de l'une sur l'autre d'une certaine façon. Il y a une sorte d'absence à soi, enfin qu'il indique souvent justement de manière extrêmement frappante. Enfin là, je vais pas citer les textes, mais où il est absent à la vie d'une certaine façon. Ça glisse, les choses glissent sur lui comme s'il n'était pas concerné. Il y a un passage rigolo aussi dans cette perspective-là, c'est que pendant la guerre, un certain Călinescu, c'est pas le Armand Călinescu qui était Premier ministre, mais un mec qui a écrit une histoire de la littérature. C'est ça, qui écrit une histoire de la littérature, le dégomme dans cette histoire de la littérature. Hein. Il dit c'est un mauvais écrivain, etc. Bon. Alors il est pas ulcéré, etc. Il dit c'est quand même embêtant, une histoire de littérature qui a 1000 pages, ça va mettre 40 ans pour tourner une autre, donc pendant 40 ans je suis brûlé aux yeux de tous les Romains. Bon, c'est fâcheux, quoi, etc. Bon. Et je sais pas, 15 jours après, ou etc., dans le journal, hein, il y a un autre type qui s'appelle Aderka, je crois que il est passé Aderka, et le type là a fait une réponse. Bon, qui va, je sais pas, paraître dans une feuille de chou quelconque, effectivement, mais enfin, une réponse, dit-il, très belle, enfin donc, défense et illustration de Michael Sebastian. Bon. Et ça aussi, en un certain sens, ça le laisse froid. Il se demande comment il a pu trouver, justement, le tonus, hein, pour faire justement ce travail. Et là il dit justement, c'est là où il parle justement de sa déficience vitale en quelque sorte, hein, ou sa placidité, hein, ça le laisse finalement complètement froid, hein, bon, et comme s'il n'était pas concerné. Hein, bon, là il y a effectivement une sorte d'absence à soi, comme s'il n'était pas personnellement visé. J'ai beaucoup de mal. C'est peut-être ça vaut aussi sans doute d'ailleurs pour d'autres mesures de même genre, mais j'ai beaucoup de mal justement donc à me penser justement comme personnellement visé. Enfin là évidemment c'est particulièrement frappant puisque c'est un article dirigé contre lui, etc. Bon, et j'ai du mal évidemment à me sentir personnellement visé. Donc là c'est une absence qui évidemment un petit peu d'un autre ordre. On va s'arrêter. On va s'arrêter là. Vous ne pensez pas? C'était passionnant, merci. Vous êtes trop bonne.